Très bien. Avant d'aborder la dernière escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, rapidement, nous en sommes maintenant à la deuxième semaine de la fermeture du gouvernement américain et rien ne laisse entrevoir une issue. Alors, où allons-nous avec tout cela? Si j'ai bien compris, le dernier problème concerne certains membres du personnel militaire qui ne sont pas payés, ou quelque chose de ce genre. Ouais, Ils ne cessent de le fermer. eh bien, c'est ce que je trouve absolument extraordinaire dans tout cela. Car nous avons le président des États-Unis qui continue de diriger le pays et qui ne semble ni conscient ni vraiment préoccupé par le fait qu'il préside un gouvernement qui est en train de se fermer progressivement. Je veux dire, il y a quelque chose de très surréaliste dans toute cette situation. Il y a beaucoup d'aspects très surréalistes dans ce qui se passe en Occident en ce moment. Mais celui-ci est peut-être le plus étrange de tous, car il part au Moyen-Orient, il revendique une victoire que je ne vois vraiment pas comment il pourrait revendiquer. Mais enfin, il le fait. Il va rencontrer Zelensky aujourd'hui. Et vous savez, le dirigeant ukrainien, il va élaborer toutes sortes de grands plans et de stratégies. Et, vous savez, même pendant qu'il en parle, le sol sous ses pieds s'effondre. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je le pense vraiment. Et il se trouve maintenant dans une situation où il intensifie les choses avec l'Ukraine, comme nous y viendrons sans doute. Mais plus important et plus urgent encore, il a une crise économique sur les bras. Parce que le différend commercial avec la Chine est une crise économique majeure. On aurait pu penser que dans ces circonstances, les États-Unis voudraient remettre de l'ordre chez eux et faire redémarrer leur gouvernement. Car il faut le faire si l'on veut réellement faire face à l'autre gouvernement le plus puissant, enfin, en fait, probablement le plus puissant et le mieux organisé de la planète. Donc je veux dire, tout cela est très étrange. Et cela montre encore une fois à quel point, à mon avis, de nombreux gouvernements occidentaux sont désormais déconnectés de la réalité, si je dois être honnête. Oui, le Congrès n'est pas beaucoup mieux. Le Congrès n'est pas à la place qu'il devrait occuper. Cela ne les affecte pas. Ce sont eux qui sont censés travailler à la réouverture du gouvernement, mais à la place, ils prennent leur jour de congé. Ils ne sont pas intéressés. Les gens perdent leur emploi. Leur situation tourne à la crise. Cela va avoir de plus en plus d'effets sur l'ensemble de l'économie également. Et le président s'en moque. Le Congrès s'en moque. Ils élaborent toutes ces grandes stratégies et d'énormes plans, prononcent tous ces discours vantards et s'inquiètent du prix Nobel de la paix, ce qui est une chose ridicule à craindre. Et comme je l'ai dit, dans leur propre pays, leur propre gouvernement ne fonctionne pas. C'est très, très étrange. Et comme vous l'avez justement dit, on ne voit pas la fin du tunnel. On n'a pas l'impression que qui que ce soit s'y intéresse. Oui, l'une des plus grandes crises actuellement, je pense, c'est cette escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine. Juste pour que tu saches, j'ai mis un fond d'écran, celui d'aujourd'hui, c'est Wuxi. Je t'ai dit que je suis né à Shanghai, mais mon père est de Wuxi, donc je suis un peu wuxinois. La raison pour laquelle je l'ai mis en arrière-plan, c'est qu'il y a une entreprise très importante de traitement des terres rares située non loin de cette photo. Voilà, juste pour que tu saches. Toute cette histoire, selon Trump, sort de nulle part. Rien ne sort de nulle part. Il sait ce qu'il fait. Tu utilises l'expression « trancher le salami ». Ils font ça depuis un moment. Il devait y avoir un cessez-le-feu, n'est-ce pas? Qu'ils avaient convenu jusqu'au 10 novembre. Ils allaient négocier. Et pendant cette période, tout le monde partait du principe qu'il devait y avoir un cessez-le-feu. Ils ont mis en place certains tarifs que les deux parties ont jugés raisonnables et cela aurait dû s'arrêter là. Ensuite, ils auraient dû négocier. Mais depuis,
les États-Unis n'ont jamais cessé de sanctionner davantage d'entreprises et ils trouvent toujours des excuses, que ce soit l'Iran, le problème de la drogue aux États-Unis ou autre chose. Et puis, bien sûr, ils ont ajouté de lourdes taxes portuaires pour tous les navires fabriqués en Chine. Je pense que c'est personnel. Je crois que la goutte d'eau a été Trump interdisant aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie. Je pense que c'est à ce moment-là que la Chine a dit c'en est trop, parce que ça n'a absolument rien à voir avec la Chine. Non, non. C'est vrai, mais cela les prend par surprise, on dirait. Tu ne trouves pas? Oui, oui, absolument. C'est exactement ça. L'autre chose, c'est la saisie aux Pays-Bas d'une entreprise néerlandaise de semi-conducteurs qui est tombée de nulle part. Cette entreprise n'a absolument rien fait de mal. Elle offrait des emplois aux habitants des Pays-Bas. Les États-Unis n'étaient pas contents et ont commencé à faire pression sur les Pays-Bas. Et les autorités néerlandaises, de manière incroyable, sont simplement intervenues et l'ont saisie, puis ont inventé toutes sortes d'explications fallacieuses pour justifier leur action. Donc, c'est une chose après l'autre, une stratégie du salami. Ce n'est pas d'ailleurs mon expression, c'est une expression courante, mais je l'ai effectivement utilisée pour décrire cela. Et cela continue encore et encore. Comme je l'ai dit, je pense que la Chine a finalement déclaré « ça suffit ». Il y a d'ailleurs eu un grand article à ce sujet dans le Financial Times qui affirmait une fois de plus que les États-Unis allaient perdre cette manche. L'article soulignait qu'avec les restrictions américaines sur la technologie à destination de la Chine, cette dernière a montré à plusieurs reprises qu'elle savait trouver les solutions nécessaires et qu'elle continuerait à le faire. Les États-Unis ont eu 15 ans pour s'organiser concernant les terres rares et ils n'ont rien fait, absolument rien. Et c'est vrai. Et Trump est président depuis quoi? Presque 1 an maintenant. Et il n'a toujours rien fait à ce sujet pendant tout ce temps. Il a conclu cet accord avec Zelensky. Vous vous souvenez de l'accord sur les minerais avec Zelensky? Vous vous en souvenez? Mais il n'a absolument rien fait. Tôt ou tard, les Américains devront faire marche arrière. Mais vous avez tout à fait raison. Il devait y avoir un cessez-le-feu et des négociations, et les Américains ont constamment essayé de faire pencher la balance. Ils ont utilisé les cessez-le-feu, ils le font toujours. D'ailleurs, ils font ça tout le temps. Les Russes en ont aussi eu complètement assez. Ils essayent sans cesse de faire évoluer les choses en leur faveur. Et le président lui-même, il veut clairement que ce soit ainsi. Le survol de la Russie, ça me concerne. Tu vois, je prends l'avion de Dallas à Pékin et d'habitude, je voyage avec Air China. La principale raison, c'est que c'est moins cher et plus court parce qu'il y a un vol direct et que c'est plus court puisqu'ils peuvent survoler la Russie. Même si c'est seulement, 1 heure ou 1h30 de moins, ça ne paraît pas énorme, mais sur un long vol, ça fait une différence, non? Si tu voles 2 ou 3 heures, ce n'est peut-être pas très important, mais si tu voles 13 heures après 8 ou 9 heures, chaque heure supplémentaire devient une torture. Donc 7 heures en plus, pour moi, c'est beaucoup de souffrance. C'est pour ça que je prends la compagnie chinoise. On verra bien, ça dit. J'ai un voyage prévu en Chine, donc on verra. Ce sera plus long cette fois. J'ai déjà acheté mon billet, donc on verra. Eh bien, puis-je simplement dire que je partage entièrement votre point de vue. Je ne supporte pas les vols long courriers. Je veux dire, je n'ai pas la morphologie adaptée pour ça. Vous savez, quand on est assis en classe économique pendant un vol de 14 heures, c'est un supplice. Je trouve toujours cela insupportable. C'est épuisant. Pour ceux qui peuvent se permettre la classe affaires, ce n'est pas un si grand problème, mais pour tous les autres, ça l'est absolument. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec la Chine. Si les États-Unis ont un différend avec la Russie, c'est leur problème.
Mais pourquoi la Chine devrait-elle être pénalisée parce que les États-Unis ont décidé de ne pas autoriser leurs compagnies aériennes à survoler la Russie, puisque c'est bien les États-Unis qui ont pris cette initiative? Eh bien, je ne comprends vraiment pas. Et d'ailleurs, l'autre chose, ce sont les droits portuaires sur les navires construits en Chine. Je veux dire, même pas des navires chinois, juste des navires construits en Chine. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous savons tous que l'Amérique ne fabrique plus de navires, pour ainsi dire. La Chine possède une puissante industrie de construction navale. Et donc, vous allez essayer de punir les gens du monde entier pour avoir acheté des navires fabriqués en Chine, alors qu'en réalité, il n'y a plus beaucoup de choix. Tout le monde doit acheter des navires chinois, car les grandes entreprises de construction navale qui existaient autrefois au Japon et en Corée du Sud ont pratiquement disparu. C'est incroyable que les Américains fassent cela, et ensuite ils s'indignent quand la Chine réagit. Je dis toujours cela. Ils ne semblent jamais se rendre compte de la possibilité que d'autres puissent leur faire ce qu'ils estiment avoir le droit de faire aux autres. Alors ils sont furieux à ce sujet. Et on entend cette déclaration extraordinaire de Scott Bessent, selon laquelle la Chine voudrait entraîner le monde entier dans sa chute, ce qui est ridicule. Mais encore une fois, cela montre bien le sentiment d'impunité et de privilège que ces gens ont. Eh bien, nous allons dans cette direction parce que les États-Unis ne peuvent pas accepter que la Chine soit cette grande puissance industrielle, que la Chine s'enrichisse et que le peuple chinois en profite. C'est en fin de compte de cela qu'il s'agit. Arrêter la Chine, stopper net le progrès économique et social de la Chine. Ce qui est une chose mauvaise, une chose malfaisante en soi. Mais cela échouera. Avant, il le niait. Il disait « Oh, c'est pas une question de sécurité nationale ». Mais je ne pense plus qu'il le nie aujourd'hui. Je crois qu'en ce qui concerne les droits portuaires, ils ont clairement dit « Nous voulons construire les nôtres », tu vois, pour affaiblir la construction navale chinoise. Ils l'ont même dit. Et pour les compagnies aériennes, ils ont déclaré « Eh bien, la compagnie chinoise a un avantage concurrentiel. Donc ce n'est même plus une question de sécurité nationale ou autre. Ils ne prennent même plus la peine de trouver des excuses. Oui, voilà. Mais pour l'espace aérien, je crois qu'il n'y a que les Européens et les États-Unis qui ont réellement interdit les compagnies russes. Le reste du monde n'a aucun problème, tu vois. C'est vrai. Et pourquoi Trump disait toujours « Oh, j'ai une bonne relation avec le président Poutine ». Blabla. Et pourquoi pas des actions concrètes, comme lever l'interdiction qui n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine. C'est de l'espace aérien civil, non? Pourquoi ne la lève-t-il pas? Je ne comprends pas. Eh bien, il l'a fait. Je veux dire, les Russes l'ont proposé à plusieurs reprises depuis que Trump est devenu président. Les Russes ont dit aux Américains, « Écoutez, c'est une chose que nous pouvons tous faire, sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d'accord. Ce sera bien, bon pour vous, bon pour nous, cela facilitera les choses pour les deux parties, et cela ne changera rien de fondamental à la situation économique ou militaire globale. Cela rendra simplement la vie plus facile aux gens ordinaires. » Et les États-Unis auraient pu le faire, mais non, ils ne le feront pas. Et je soupçonne que la raison pour laquelle ils ne le feront pas, encore une fois, revient à ce que je dis toujours. Au fond, il ne s'agit même plus de la Russie. Tout aux États-Unis tourne autour de la Chine. Ils ne lèveront pas les restrictions sur les vols vers la Russie, ce qui est entièrement de leur propre fait. Pour le rappeler, lorsque cela a été fait en février 2022, ce sont les puissances occidentales qui l'ont initié. Les puissances occidentales qui ont interdit les vols vers la Russie, aussi bien les compagnies aériennes américaines qu'européennes. Et cela n'a jamais concerné personne d'autre. Le reste du monde est parfaitement disposé à voler vers la Russie.
Le reste du monde, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir y aller. Ils pourraient donc revenir sur cette décision. Les Russes l'ont proposé, mais non, ils ont décidé au contraire d'étendre cela à la Chine également. Il semble donc que la situation se dirige de plus en plus vers une véritable confrontation. Mais en ce qui concerne la réaction chinoise à cela, je ne pense pas que les médias occidentaux aient rendu compte avec précision des répercussions. Voici ce qui s'est passé. Il existe quelque chose qu'on appelle la juridiction à portée extraterritoriale, que les États-Unis utilisent en permanence. Ainsi, lorsque les États-Unis ont interdit à ASML et à TSMC de vendre leurs équipements et produits à la Chine, leur raisonnement était le suivant. Si vos produits, vos pièces ou votre technologie contiennent quoi que ce soit provenant des États-Unis, vous ne pouvez pas vendre à la Chine. La Chine a renversé la situation. Elle a déclaré « Si vos pièces contiennent plus de 0,1% de terres rares provenant de Chine, vous devez obtenir mon autorisation. » Ce n'est pas une interdiction, d'accord? C'est une autorisation. Vous devez obtenir mon autorisation, ce qui signifie essentiellement, par exemple pour TSMC, l'entreprise qui fabrique tous les semi-conducteurs. Nvidia, Apple, Qualcomm, ils ne fabriquent pas leurs puces, ils les conçoivent. Les puces sont fabriquées par TSMC. Donc, en ce moment, la Chine détient un pouvoir de veto, disant « Vous ne pouvez pas leur vendre de puces », coupant ainsi essentiellement toutes les puces destinées aux États-Unis. Or, la Chine ne l'a pas fait. La Chine dit simplement « J'ai besoin de votre autorisation, d'accord ?» Et c'est la même chose avec ASML, l'entreprise néerlandaise, car dans leur machine de lithographie, il y a des terres rares, provenant très certainement de Chine, et très certainement à plus de 0,1%. Je pense que c'est là que réside la véritable panique. Je pense que le gouvernement a paniqué, et Trump aussi, sans aucun doute. Je ne crois pas que cela ait été beaucoup discuté dans les médias occidentaux. Ils ont simplement pensé, d'accord, les terres rares venant de Chine sont désormais sous contrôle strict. Mais non, c'est plus que cela. Ils contrôlent également les produits finis. C'est ce qui se passe en ce moment. Eh bien, en effet, ce qui est, comme vous l'avez justement dit, exactement ce que les Américains font toujours. Ils insistent toujours sur le fait que si vous utilisez une partie de leur technologie, vous devez obtenir leur autorisation. Et maintenant que cela leur est arrivé, ils n'aiment pas ça. Ils en sont furieux. La réaction de Trump, sa première publication sur Truth Social, a montré à quel point les Américains étaient complètement choqués. Et les commentaires de Scott Besson montrent également à quel point ils le sont. Vous avez tout à fait raison, car j'ai lu des articles dans les médias ici affirmant qu'au cours de l'année écoulée, 40% de la croissance du PIB américain repose entièrement sur cette bulle spéculative autour de l'IA. L'IA dépend des puces, qui, comme vous l'avez justement dit, sont essentiellement fabriquées par l'entreprise basée à Taïwan. Et sans ces puces, il n'y a pas d'IA. Point final. Vous pouvez les concevoir, mais sans production réelle, vous ne pouvez pas les fabriquer. Et sans les terres rares, vous ne pouvez même pas fabriquer les machines de lithographie. Donc tout s'arrête complètement. Encore une fois, on n'aurait jamais dû en arriver là. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu la moindre restriction sur les terres rares. Ça a toujours été un fournisseur extrêmement fiable. Extrêmement. Je veux dire, ça n'a jamais posé de problème. On en a parlé, mais jusqu'à maintenant, cela n'a jamais été un véritable problème. C'est l'Occident qui a décidé d'initier cette guerre commerciale. Ils n'en ont pas mesuré les conséquences. Maintenant, ils y font face, et ils n'ont pas vraiment de solution. Et s'ils n'ont pas réussi à organiser le raffinage des terres rares, pas la production, mais le raffinage, en 15 ans, il est peu probable qu'ils y parviennent un jour. En réalité, la Chine n'a rien interdit. Elle a simplement dit « Vous avez désormais besoin de mon autorisation ». Mais bien sûr,
Cela implique qu'elle peut tout arrêter à tout moment. Et c'est là que je pense toute la panique commence. Comme tu l'as dit, on n'aurait pas dû en arriver là, n'est-ce pas? Toute cette histoire. En fait, la Chine vient de publier les dernières données d'exportation de ces terres rares. Elles ont légèrement augmenté par rapport au mois dernier. Donc la partie civile se porte très bien. La Chine a également mis au point un système de suivi très sophistiqué. Bref, la partie civile va bien. C'est dans les domaines militaires et technologiques, les secteurs sensibles, que la Chine renforce désormais son contrôle. Mais nous verrons bien comment cela évolue. Le langage qui émane des États-Unis est tout simplement incroyable. Je veux dire, il y a dans certains propos une dimension de peur et de dégoût qui est tout à fait extraordinaire. Et maintenant, cette discussion insensée à propos du soja et de l'huile de cuisson, cela montre à quel point ils ont complètement perdu le contrôle d'eux-mêmes. Je veux dire, la Chine produit son propre soja. Apparemment, cela serait fait pour nuire aux États-Unis. Je veux dire, les États-Unis imposent des tarifs au reste du monde et veulent augmenter leur propre production de certaines choses. Mais si la Chine fait la même chose avec le soja, ce serait d'une certaine manière anti-américain. Je veux dire quoi? Allons-nous arrêter d'acheter de l'huile de cuisson chez eux? C'est juste... Enfin, qui sont ces gens? De quelle cour de récréation se sont-ils échappés? C'est tout ce que je peux dire. Vraiment. En réalité, le gouvernement chinois n'a jamais interdit aux entreprises d'acheter du soja provenant des États-Unis. C'est simplement que celui du Brésil et de l'Argentine est moins cher. Tout simplement moins cher. Mais cela s'explique par le tarif douanier, le contre-tarif que la Chine a imposé sur les produits américains, ce qui, encore une fois, avait été convenu par les deux parties comme le point d'arrêt des tarifs. Je crois que c'est 25% ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pour le soja américain. Mais une fois que vous ajoutez ces 25%, il n'est plus compétitif par rapport à celui du Brésil et de l'Argentine. Donc, cela reste un marché, c'est pas une interdiction. C'est une question purement liée au marché. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que, bien sûr, le soja est une invention chinoise. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Benjamin Franklin s'y est intéressé au XVIIIe siècle. La première référence en anglais au tofu vient de lui, car il était lui-même végétarien. Les Chinois ont découvert cette manière extraordinaire de produire des aliments riches en protéines, comme le tofu, et ils ont développé le soja. Et bien sûr, toute cette rage et cette colère, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est puéril. Oui, c'est comme un enfant gâté qui tape du pied parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est tout simplement ridicule. Et vous savez, c'est le pays qui prétend encore être le plus puissant du monde, et il se comporte ainsi. Cela montre à quel point il est complètement détaché de la réalité et de toute notion d'âge adulte et de maturité. C'est vraiment le cas. Et on remarque ces allers-retours. Une violente dispute, un message furieux de Trump à propos de la Chine, puis le lendemain, « Oh, je m'entends très bien avec Xi Jinping, j'ai toujours hâte de le rencontrer. » Donc d'un côté, on peut presque voir ces oscillations de colère, de peur et tout le reste. Je dois dire que selon moi, c'est le grand moment. Ce qui s'est passé au printemps et au début de l'été, c'était le lever de rideau de ce drame. Mais c'était que le premier acte. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Car je pense que la Chine, j'ai le sentiment que la Chine en a assez. Je regardais les médias chinois, je lisais le Global Times que je consulte toujours en premier, et j'ai vraiment l'impression que les Chinois en ont tout simplement assez. Oui, et certaines personnes appellent même les minéraux de terres rares l'arme nucléaire de la chaîne d'approvisionnement. C'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Mais, eh bien, comme tu l'as dit, Trump a d'abord publié ce long message sur X, ou un ou deux messages sur les réseaux sociaux.
Il était clairement très en colère et a annoncé qu'il allait imposer 100% de droits sur tous les produits chinois. Mais ensuite, il est toujours revenu en arrière. D'accord, voilà ce qu'il a dit. Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout ira bien, la Chine ira bien. D'accord. Il a beaucoup de respect pour la présidence, il a juste eu un mauvais moment. Parle-t-il de lui-même? Oui, absolument, il l'est. Et il a même dit, oh, il ne veut pas de dépression pour son pays. Et moi non plus. Les États-Unis veulent aider la Chine, pas lui nuire. Quand je lisais ça, c'était tellement surréaliste. Comme tu l'as dit, c'est tellement surréaliste qu'il écrive quelque chose comme ça. Mais voilà le problème. Comme tu l'as dit, vous, à Durand, avez dit qu'ils n'ont pas de marche arrière. Alors, comment vont-ils s'en sortir? Comment vont-ils s'en sortir? Je veux dire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils devraient faire, c'est rencontrer les Chinois. Ils devraient dire, écoutez, nous devons faire marche arrière. Nous comprenons que la situation est devenue totalement incontrôlable. Revenons à ce qui avait été convenu auparavant, à ce qui avait été décidé lors des discussions à Madrid en septembre, et entamons de véritables négociations. Autant que je sache, même si je peux me tromper, je ne pense pas qu'il y ait eu de véritables négociations commerciales depuis septembre, alors que c'est ce dont nous étions censés entendre parler, ce qui devait se produire. Donc nous lançons de véritables négociations commerciales et avançons vers un nouveau cycle de discussion. Je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense que ce que nous allons probablement voir à la place, c'est toutes sortes de discours grandiloquents sur la nécessité de trouver un moyen de développer rapidement les terres rares, de brûler les étapes et ce genre de choses. Ils vont chercher des terres rares partout dans le monde et il y aura une campagne mondiale pour trouver toutes les terres rares possibles, les envoyer en Amérique et tout cela. Donc, piller l'Europe et les alliés américains pour les terres rares. Cela leur fera gagner quelques semaines ou quelques mois peut-être, puis viendront encore plus de colère et de fureur ensuite. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais il ne leur sera pas facile de revenir en arrière. Car comme vous l'avez justement dit, ils n'aiment pas faire cela. Ils n'ont pas de marche arrière. Alors peut-être que, avec toutes ces discussions sur les accords à travers le monde, signer tel ou tel accord pour les terres rares, nous savons tous que le problème ne vient pas des terres rares elles-mêmes. Les terres rares ne sont en réalité pas si rares. Ce qui est rare, c'est le traitement, le raffinage, la séparation. J'ai récemment appris un peu comment tout cela fonctionne. Apparemment, c'est un processus très complexe, n'est-ce pas? Il faut en fait entre 70 et 100 étapes. Et à chaque étape, il faut ajouter des produits chimiques supplémentaires. Pour chacun d'eux, il faut une formule spécifique. Et même là, il faut tenir compte de l'acidité, de la température, de l'humidité. Il y a beaucoup de paramètres à gérer. Ce n'est donc vraiment pas quelque chose qu'on peut simplement reproduire. Quelqu'un a même dit que le père des terres rares, un scientifique chinois, même s'il entrait lui-même dans un laboratoire, il ne pourrait pas tout reproduire immédiatement. Il ne peut pas faire ça. C'est donc pas quelque chose qu'on peut accomplir du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, je lisais que la Chine avait essentiellement commencé à mettre au point les procédés pour les terres rares dans les années 1960. Oui, ça prend beaucoup de temps. Cela remonte à cette époque parce que je veux dire, c'était une période où la Chine était, comme nous le savons, placée en isolement. Et les Chinois ont compris qu'ils devaient atteindre un certain degré de résilience. Ils ont commencé à travailler là-dessus et une grande partie du travail a été réalisée à ce moment-là. Depuis, cela a été continuellement développé et perfectionné. Et cela ne peut absolument pas être reproduit simplement ou rapidement de cette manière. C'est un processus extrêmement complexe.
Je comprends aussi qu'il est possible de trouver des alternatives à certains des terres rares, mais elles sont bien moins efficaces et performantes. Je veux dire, on ne peut pas vraiment les remplacer complètement. Il serait donc faux de dire que la production industrielle s'arrêterait totalement sans terres rares. Mais dans le domaine des technologies de pointe, on prendrait de plus en plus de retard. Car même si l'on peut les concevoir, on ne peut pas les fabriquer. Ouais. Donc toutes ces affirmations du genre « Oh, on a des terres rares ici et là », c'est un peu du bluff, non? Il me semble, absolument. Mais c'est la même histoire, bien que d'une certaine manière assez différente, avec les machines de lithographie. Les États-Unis ont cessé d'exporter des machines de lithographie vers la Chine parce que, vous savez, ce sont des machines énormes, très complexes, très sophistiquées. Ils disaient que les Chinois ne seraient pas capables de les copier ou de les reproduire. On pourrait dire que c'est la même chose avec les terres rares, mais les terres rares sont quelque chose de bien plus difficile que les machines de lithographie. Et la Chine peut tout à fait fabriquer ses propres machines de lithographie. L'idée que la Chine ne sera pas capable de fabriquer des machines de lithographie aussi avancées que celles produites par les Néerlandais est stupide. Je veux dire, chaque élément de la chaîne d'approvisionnement utilisé par les Néerlandais existe en Chine. Les aimants, les miroirs, tout cela. Évidemment, la Chine doit travailler sur tous ces différents éléments, mais elle y parviendra. Et bien sûr, ils comprennent parfaitement comment ces choses fonctionnent. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont des gens qui produisent des miroirs, par exemple. Ce qu'ils doivent faire, c'est les amener à fabriquer de meilleurs miroirs. Quiconque a un peu d'expérience dans l'industrie, et j'en ai, sait que c'est possible. Mais partir de zéro, avec une technologie comme celle des terres rares, va prendre de très nombreuses années avant d'être maîtrisé. Cela ne se fera pas rapidement du tout. Et il n'y a pas de raccourci. Oui, et plus on travaille là-dessus, plus cela devient difficile. Parce que d'après ce que je comprends, la pureté, c'est ça l'essentiel, la pureté. En ce moment, les États-Unis ou d'autres entreprises peuvent atteindre une pureté de 99,9% pour ces terres rares. La Chine peut atteindre 99,99999%, donc 4 ou 6 9. Apparemment, passer de 3 à 4 9 est déjà un grand pas, non? Mais alors de 3 à 6, bien sûr, c'est encore plus difficile. Pourtant, c'est ce dont tous ces systèmes d'armes de haut niveau ont apparemment besoin, de ces 6 ou 4 9. Absolument. Et je suis sûr qu'il en va de même pour les puces d'IA, d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, vous en avez absolument besoin là-bas. Donc oui. Mais comme je l'ai dit, c'est une technologie très complexe. Oui. Et comme je l'ai dit, la Chine travaille là-dessus depuis des décennies. On ne peut pas simplement la reproduire. D'une part, je ne pense pas que les États-Unis maîtrisent cette technologie. Je veux dire, la Chine connaît les machines de lithographie. Il n'y a rien dans leur fabrication que, en théorie, la Chine ne comprenne pas. Ils connaissent toute la théorie de la fabrication des machines de lithographie. Les Russes aussi, d'ailleurs. Les Russes ont commencé à fabriquer des machines de lithographie. Pas les modèles très haut de gamme, mais ils en ont la compréhension et des idées. Et je suis sûr que la Chine est encore plus avancée, bien plus avancée. Donc ils peuvent le faire. Les Chinois ont la théorie de la fabrication des machines de lithographie. D'après ce que je comprends, les Occidentaux n'ont pas la théorie nécessaire pour traiter les terres rares. Il faut la découvrir. Oui, oui. Et comme je l'ai dit, c'est probablement plus facile si tu veux que la pureté passe, disons, de 90% à 99%. Peut-être que c'est relativement plus simple, mais passer de 99,9% à, tu sais, 99,99%, c'est très difficile. Très, très difficile. Ouais, j'aime bien ça, non? Exactement. Depuis le bas de l'échelle, quand on s'améliore jusqu'à un certain niveau,
Cela semble plus facile, relativement, tu vois, qu'au niveau encore plus élevé. Ouais, enfin bref. Exactement. À présent, cet incident remarquable où le gouvernement néerlandais a saisi Nexperia, l'entreprise détenue par des intérêts chinois. Tout d'abord, les Néerlandais doivent comprendre qu'à l'heure actuelle, les Pays-Bas possèdent environ 27 milliards d'actifs en Chine et exportent chaque année pour 21 milliards vers la Chine. Ils comptent également environ 1 millier de filiales d'entreprises néerlandaises implantées en Chine. La Chine peut donc causer beaucoup de tort aux Pays-Bas. Ils doivent en être conscients. Mon interprétation, ma supposition et l'analyse de certaines autres personnes sur les réseaux sociaux, c'est que, d'après ce que nous avons dit, il s'agit d'une juridiction secondaire ou extraterritoriale. ASML, quoi qu'elle vende, ce qui représente une très grande part de son activité, vend à l'étranger. Donc maintenant, la Chine a essentiellement pris le contrôle de cela, d'accord? Cela a mis le gouvernement néerlandais en panique. Bien sûr, les États-Unis exercent depuis longtemps une forte pression sur les Néerlandais à ce sujet. C'est donc clairement une partie du problème. Mais aussi, cette dernière affaire, cette escalade qui a directement touché ASML, les a probablement fait passer en mode panique. Or, les Européens, parfois, enfin souvent, lorsqu'ils paniquent, ont tendance à aggraver les choses. Ils ne résolvent pas le problème, ils l'empirent. Penses-tu que cela en fait partie? Oh, absolument. Je veux dire, encore une fois, j'ai dû faire face à des situations de panique à de nombreuses reprises. Comme vous le savez, j'étais avocat de permanence à la haute cour. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu y rester pendant 12 ans, c'est précisément parce que je ne paniquais jamais. Donc, j'ai toujours su reconnaître et je pouvais toujours voir les signes de panique. Et le problème avec les décisions prises dans la panique, c'est qu'elles sont toujours mauvaises. Elles le sont invariablement. Ce qu'il faut faire, c'est prendre du recul, réfléchir, élaborer un plan et le mettre en œuvre. La Chine fait cela d'ailleurs. Écoutez, nous avons parlé des années 1960, et je n'ai pas besoin de dire aux gens en Chine que les années 1960 ont été une période compliquée et difficile là-bas. Je ne vais pas encore en parler. Le fait est que, même à cette époque, la Chine avait élaboré des plans pour se préparer à la possibilité d'être mise en état de siège. Et c'est pour cette raison qu'elle a commencé à travailler sur les terres rares. C'est donc un plan, on l'élabore, on s'assoit, on se dit que dois-je faire, et on avance étape par étape. Parfois, il faut aller assez vite, mais si on procède ainsi, si on suit un plan, on trouve généralement une solution. Ici, on ne voit aucun signe de planification. C'est une décision prise sans véritable réflexion. Elle balaie des principes juridiques fondamentaux. En fait, tout cela est fait sans aucun recours approprié au droit. C'est même profondément abusif à son égard. Et tout cela est évidemment dû au fait que les exigences et les pressions américaines sont devenues écrasantes et que vous avez peur. Ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, ASML n'existera plus. Cela n'existera vraiment plus. Toute son activité, toute l'activité que les Pays-Bas ont dans ce domaine a énormément aidé le pays. Et vous savez, les Pays-Bas, leur principale exportation, ce sont les outils et machines de haute précision et ce genre de choses. Et pas seulement les machines de lithographie, mais tout cela va échouer parce que vous détruisez complètement votre réputation et incitez les autres à reproduire ce que vous faites. Et les autres ont davantage de ressources et ils le feront mieux. Je veux dire, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est que cela ne leur rapportait rien de le faire. Mais maintenant, oui, et donc ils le feront mieux. C'est stupide. Mais les gens, quand ils paniquent, font des choses stupides. Et c'en est un autre exemple.
Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne s'en emparent pas entièrement. Ils prennent le contrôle de la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire de toutes les décisions. En principe, les propriétaires, quels que soient les bénéfices, reçoivent toujours leur part. Mais ils ne peuvent pas prendre de décision. Aucune décision, n'est-ce pas? Je trouve cela encore pire. Je veux dire, c'est la même histoire avec la saisie des avoirs russes. Vous inventez un stratagème pour tenter de dissimuler ou de maquiller l'illégalité de ce que vous faites. Et tout ce que cela prouve, c'est que vous reconnaissez cette illégalité. L'idée que vous puissiez prendre le contrôle d'une entreprise, eh bien, que vous puissiez renvoyer toute la direction et placer vos propres gens à la tête, et que cela n'affecterait en rien les droits du propriétaire, alors même que celui-ci n'a plus aucun contrôle sur ce que fait l'entreprise. C'est ridicule, c'est insultant, c'est encore stupide. Si vous allez saisir l'entreprise, eh bien, vous ne devriez pas la saisir, c'est absolument faux. Mais faites-le simplement, agissez selon votre propre conviction, montrez votre pouvoir de décision. Faire les choses de cette manière montre que vous n'avez aucune véritable foi en la justesse de vos actes. Je pensais que les Néerlandais devraient savoir mieux que ça. Ils ont été de bons marchands et commerçants à travers le monde pendant un certain temps, non? Eh bien, absolument. Ils étaient des commerçants très impitoyables et coriaces, comme les gens en Chine le savent probablement. Je veux dire, ils travaillaient dur. Ils étaient très très intelligents et très doués dans ce domaine. Mais maintenant, comme je l'ai dit, comme tant de gens en Occident, ils perdent le contrôle. Ils commencent à paniquer. Ils prennent des décisions à la hâte. Ils ne les réfléchissent pas. Quand les gens ont peur et paniquent, ils sont en colère. Il y a cette expression bien connue et très juste. Les décisions prises sous la colère se regrettent longtemps. Et c'est tout à fait vrai. Ce sera une catastrophe pour les Pays-Bas. Oui, et la Chine a fait deux choses. D'une part, Shell, l'entreprise néerlandaise, fait désormais l'objet d'une enquête du gouvernement chinois. Et ensuite, la Chine a imposé un contrôle à l'exportation sur Nexperia, car les Néerlandais reprennent maintenant cette entreprise, tandis que la Chine limite essentiellement ce que la partie chinoise de Nexperia peut faire. En fait, l'un des arguments avancés par le gouvernement néerlandais est la sécurité nationale, n'est-ce pas? La Chine ne veut pas que sa partie chinoise de Nexperia, qui détient également une certaine propriété intellectuelle, soit saisie par le gouvernement néerlandais. Il protège donc cette partie en Chine. Eh bien, ce qu'il faut comprendre à ce sujet, c'est que oui, la Chine a tiré certains avantages de cette entreprise, mais les Pays-Bas en ont obtenu bien davantage. Oui. Je veux dire, cela introduisait l'expertise chinoise dans ces chaînes d'approvisionnement. Ouais. Oui, et quelqu'un a même dit que c'était probablement une version néerlandaise de TikTok, parce qu'on sait bien, non? TikTok a la technologie, la base de clients, c'est tout simplement une bonne entreprise. Et maintenant, les États-Unis la récupèrent. On ne sait pas comment ça va se passer. En ce moment, je donnerais en fait à l'accord TikTok une chance sur 2. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 50% de chances que cela aboutisse avec tout ce qui se passe. Rappelez-vous, la Chine n'a encore rien signé, donc l'accord n'est pas conclu. Beaucoup de choses peuvent encore se produire. Même certains médias chinois et américains s'accordent à dire que beaucoup de choses peuvent encore arriver. Quoi qu'il en soit, pour cette entreprise, en fait Nexperia, une partie de la raison pour laquelle les Chinois l'ont reprise, c'est qu'elle avait rencontré des difficultés financières, et ainsi de suite. Donc c'est la Chine qui l'a rachetée. Et une partie de la raison pour laquelle cela a revitalisé cette entreprise, c'est grâce aux Chinois, à la fois leur technologie
et leurs marchés qui ont aidé l'entreprise. Et maintenant, ils vont la récupérer un peu comme TikTok. Il y a une autre entreprise, Grindr. C'est celle qui a tout déclenché. Grindr, vous savez, l'application gay. Certaines personnes disent que le président Johnson y a un compte. D'accord, c'est presque un secret de polichinelle. Il a un compte sur Grindr. Quoi qu'il en soit, Grindr était une entreprise américaine, puis une société chinoise, l'a rachetée et l'a considérablement améliorée, en particulier la fonction de géolocalisation. Vous voyez, pour ce type d'application de rencontre, il est très important de savoir qui se trouve autour de vous, avec qui vous pouvez passer du temps. Une fois qu'ils ont amélioré cette fonction de localisation, l'application est devenue très populaire. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain est intervenu en disant « Sécurité nationale, vous devez le revendre à des investisseurs américains ». Et c'est ce qui s'est passé. Après cela, la Chine a rapidement promulgué une loi sur la sécurité nationale stipulant que toute entreprise possédant une technologie sensible devait obtenir l'approbation du gouvernement chinois pour toute vente. C'est à ce moment-là que l'affaire TikTok a éclaté. Vous savez, toutes ces choses-là. Donc je pense que ce que la Chine fait actuellement avec Nexperia est en partie pour cette raison. Mais aussi, plus que tout, c'est un peu comme, d'accord, nos divisions de l'entreprise, vous ne pouvez rien exporter. C'est désormais une interdiction car on ne sait pas ce qu'ils exportent, n'est-ce pas? Ça pourrait être de la technologie sensible, des produits, des choses de ce genre. Nous verrons bien. Eh bien, c'est tout à fait exact. Et cela a parfaitement du sens. Car si vous allez être exposé à ce genre de vol prédateur de votre entreprise, alors vous voulez au moins protéger vos droits de propriété intellectuelle. Vous savez, puis-je dire quelque chose ici? L'une des choses les plus frustrantes au cours des 30 dernières années, c'est cette histoire constante sur la Chine qui volerait la propriété intellectuelle. D'ailleurs, je devrais préciser que je n'ai jamais été avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Mais j'ai eu beaucoup d'affaires liées à ce domaine depuis les années 1980 et je n'ai jamais rencontré de problème avec la Chine à ce sujet. Et gardez à l'esprit que je travaillais à Londres, où il y avait de gros problèmes de vol de propriété intellectuelle par des Chinois. Je suis convaincu que j'en aurais entendu parler. Mais mettons tout cela de côté. Qui cherche vraiment à voler des choses? Qui fait réellement cela aujourd'hui? Who is actually doing that now? Yeah. And one aspect of it is Oui, et un aspect dont les médias occidentaux ne parlent probablement pas, c'est que la Russie est sans doute assez satisfaite en ce moment parce que tout cela est lié aux armes, n'est-ce pas? Beaucoup de choses sont liées aux armes. Et la dernière en date, quelque chose que peu de gens remarquent, c'est que la Chine a également imposé certaines restrictions sur les diamants. Or, les diamants sont très importants, ils le sont pour certaines armes, mais aussi pour les instruments de précision qui servent à fabriquer des armes. Et un média russe a même fait remarquer quelque chose comme « Enfin, nous attendions que vous fassiez quelque chose à propos des diamants. » Donc, je ne sais pas exactement quelle est l'histoire derrière tout ça, mais il me semble que, vous savez, la Russie a besoin de certains minéraux rares, et je suis à peu près sûre qu'elle les obtiendra. Eh bien, j'ai lu les médias russes. Ils parlent beaucoup de cette histoire, d'ailleurs. Et je peux aussi dire qu'en gros, ils se disent, et je ne pense pas que ce soit un secret, que ce qu'ils vont probablement en tirer à l'avenir, c'est beaucoup plus d'investissements chinois. Oui, parce qu'il devient difficile pour la Chine d'implanter des entreprises dans les pays occidentaux, alors que la Russie dispose de nombreuses technologies. C'est le premier producteur mondial de diamants. Elle est très forte dans le domaine du génie nucléaire et elle est avancée dans la technologie des moteurs d'avion, des turbines à gaz et dans tous ces domaines. Donc maintenant, enfin, les Chinois commencent à se dire que ce sont là des partenaires fiables.
Ce sont eux qui ont des choses à offrir. Je veux dire, vous savez, ils observent tout cela avec un grand intérêt. Et vous avez tout à fait raison. Ils se disent, eh bien, si les Américains vont avoir des difficultés à intégrer l'expertise chinoise dans leur chaîne de production d'armes, c'est entièrement à notre avantage. Nous n'avons pas ces problèmes. Nous n'avons aucun souci à nous approvisionner en terres rares auprès de la Chine. Bien sûr que non. D'ailleurs, vous serez peut-être intéressé d'apprendre que les Russes veulent établir une coproduction avec la Chine en Russie pour les terres rares russes. Ils disent, nous avons d'immenses gisements. Nous pouvons les raffiner jusqu'à un certain point. Mais nous voulons aller plus loin dans le raffinage. Alors, pourquoi ne viendriez-vous pas et nous pourrions le faire ensemble? Je dis ça comme ça. Oui, donc tout cela est très autodestructeur pour l'Occident en général, ce qui mène aussi à un autre point. Je crois entendre de plus en plus souvent, et je suis de plus en plus convaincu, que le problème de Taïwan se rapproche peut-être. Vous voyez, si la Chine n'a pas encore agi à propos de Taïwan, ce n'est pas parce qu'elle en est incapable sur le plan militaire. Elle le peut très rapidement. Il existe toutes sortes de moyens. Vous savez, un blocus est une autre façon de le faire. Ils n'ont probablement même pas besoin d'une action militaire. Un simple blocus pourrait déjà causer suffisamment de problèmes. La raison pour laquelle ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ne veulent pas blesser les Taïwanais, car ils sont chinois. Du point de vue de la Chine, ils sont chinois. Maintenant, peu importe comment ils se désignent eux-mêmes, ils sont chinois. Je pense que c'est un aspect très important. Globalement, je pense que c'est parce que la Chine veut encore maintenir de bonnes relations avec les États-Unis et les Européens. Mais avec les derniers développements, il me semble que ce sont les États-Unis et les Européens qui repoussent la Chine. S'ils font déjà ce que la Chine pense qu'ils feraient une fois qu'elle aurait pris le contrôle de Taïwan, alors qu'est-ce que la Chine a à y perdre? Qu'est-ce qui l'empêcherait simplement de passer à l'action? J'ai entendu exactement les mêmes discussions. J'ai vu toute la situation se dérouler en Russie également. Que la Russie s'était retenue en Ukraine pendant de nombreuses années parce qu'elle ne voulait pas compromettre ses relations avec l'Occident. Elle savait que la relation avec l'Occident s'effondrerait si elle agissait plus agressivement en Ukraine. Elle estimait qu'il existait une interdépendance économique et voulait préserver tout cela. L'Occident a maintenu une pression constante de sanctions sur la Russie après la crise de 2014. Et finalement, le moment est venu où les Russes ont dit « ça suffit, nous ne gagnons rien à faire preuve de retenue. Au contraire, nous voyons l'Ukraine se réarmer et se renforcer afin de nous combattre. » Et je soupçonne que je suis sûr que les gens en Chine disent exactement la même chose. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, l'Ukraine est un immense pays avec une très grande population, des forces armées importantes, des lignes d'approvisionnement stables. Taïwan ne l'est pas. C'est un grand territoire, certes, mais pas à l'échelle de l'Ukraine. Si la Chine agit contre Taïwan, le déséquilibre est bien plus grand que celui entre la Russie et l'Ukraine, ou entre la Russie et l'Occident. Il me semble donc évident que s'il y avait une opération militaire à Taïwan, elle serait terminée très rapidement. Quant à l'intervention de la marine américaine, eh bien, je pense qu'il devrait être très prudent. Si elle s'approche trop des côtes chinoises, encore une fois, je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense que ce serait dévastateur pour elle. Je parlais avec un Taïwanais. Tu sais, il vivait en Californie, mais sa famille et tout le reste sont toujours là-bas. Il m'a dit plusieurs fois, « Je peux te garantir, Sophia, qu'il n'y aura pas beaucoup de résistance à Taïwan. C'est très différent de la situation entre la Russie et l'Ukraine. » Il a expliqué que les gens, surtout les politiciens, affirment «
Nous voulons l'indépendance, mais ce sont des responsables très corrompus. Ils aiment maintenir le statu quo parce qu'ils peuvent en tirer profit. Ils ne veulent pas de changement. Ce n'est qu'un très petit pourcentage de Taïwanais, les hauts responsables politiques. Ils veulent que les choses restent comme elles sont parce que, par exemple, lorsqu'ils achètent des armes aux États-Unis, ils touchent une commission. Ils veulent cela. Une fois l'unification faite, ils ne pourraient plus en bénéficier. Et il m'a des exemples des cas les plus récents. En ce moment, le Parti nationaliste a une élection à la direction qui approche. Je crois que c'est dans quelques jours. Il a dit qu'en temps normal, ce devrait être une élection assez simple, mais que maintenant, même cela est corrompu. Ils font ouvertement des enchères, parient sur qui va remporter la direction. L'élection est donc devenue, je ne sais pas, une sorte de spectacle ridicule où les gens misent de l'argent sur la victoire d'une femme ou d'un homme. On ne peut pas appeler cela un pays sérieux quand une élection permet, en gros, et apparemment légalement, de parier sur le résultat. Il m'a donc donné cet exemple. Il a dit que dès que la Chine, le gouvernement chinois déclarera « D'accord, nous allons agir maintenant », la majorité des gens brandiront immédiatement leur drapeau chinois. Eh bien, je veux dire, il est important de se rappeler que Taïwan fait partie de la Chine. Donc je veux dire, pourquoi les habitants de Taïwan résisteraient-ils à l'armée du pays auquel ils appartiennent? C'est une différence immédiate entre Taïwan et l'Ukraine, car la Russie a reconnu l'Ukraine comme un pays indépendant. Il n'y avait aucun doute sur son indépendance. Taïwan n'est pas un pays indépendant. Son propre gouvernement le dit. Comme je le dis toujours, et je l'ai dit à plusieurs personnes en Grande-Bretagne, je reçois toujours des regards stupéfaits. S'ils insistent vraiment sur le fait qu'ils sont un pays indépendant, pourquoi ne rendent-ils pas tous les trésors du musée du Palais? Nous savons que Chiang Kai-shek les a volés à Pékin et les a apportés à Taipei, et ils s'y trouvent encore. Eh bien, mais il n'y a jamais eu, je veux dire, cela s'appelle même le musée du Palais, alors qu'on le rende. Non, bien sûr que non. Je veux dire, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, comme on disait en prison. Ils veulent faire semblant d'être indépendants, même si en même temps, ils ne veulent pas vraiment dire qu'ils le sont. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de résistance à Taïwan. Je pense que les gens là-bas sont bien trop instruits et bien informés sur la réalité pour mener ce genre de résistance. Il y aura quelques personnes très fanatiques et très endoctrinées, et elles pourraient opposer une certaine résistance, mais je ne pense pas qu'elles seront assez nombreuses pour affronter l'armée chinoise, pour ainsi dire. Oui, oui, c'est à peu près le consensus. Ce sont vraiment les politiciens corrompus, tu sais. Et même ces politiciens corrompus ont tous des passeports de pays occidentaux. Ils s'enfuiront vite. Ils sont corrompus, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ont des comptes à l'étranger et leurs familles et leurs enfants sont probablement déjà à l'étranger et des choses comme ça. Un peu comme, tu sais, Zelensky. Et c'est une île entourée de mer que la Chine va dominer. Je veux dire, c'est une haute différence avec l'Ukraine. L'Ukraine dispose de liaisons d'approvisionnement stables avec l'Occident. Taïwan, non. Non. Oui, oui. Et puis une autre chose, je ne sais pas si tu as remarqué, on parle beaucoup de cette histoire de terres rares et le meilleur, c'est toujours la section des commentaires. Beaucoup de gens dans les commentaires disent que la Chine devrait recevoir le prix Nobel de la paix parce que tout ce renforcement du contrôle sur les terres rares ralentit au moins la production d'armes. C'est bon pour la paix. Eh bien, après tout, ils ont décerné le prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Alors pourquoi pas? Si on fait cela, on peut tout aussi bien le décerner à un pays entier.
autant le donner à la Chine. Cela me semble parfaitement logique. Je veux dire, quelle guerre la Chine a-t-elle menée ces dernières décennies? Aucune. Il faut remonter à la guerre frontalière entre la Chine et le Vietnam en 1969. Et dans cette guerre, d'ailleurs, la Chine était soutenue par les États-Unis. Donc je veux dire, c'est un pays très peu agressif. Toutes les autres grandes puissances, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, ont toutes mené des guerres. La Chine, elle, n'en a mené aucune. Incroyable. Speaking of Nobel Peace Prize, En parlant du prix Nobel de la paix, le lauréat, c'est presque, je ne sais pas, une blague. Parce que, au moins, autrefois, on faisait semblant. D'accord, c'était pour la paix. Mais maintenant, on le donne ouvertement à quelqu'un. Maria Corina Machado. Elle a en fait invité Israël à envahir son pays, le Venezuela. Donc on le donne à quelqu'un qui veut la guerre maintenant. Au lieu de, on ne fait même plus semblant. C'est une blague, non? Et qui a soutenu un coup d'État militaire contre Hugo Chavez, qui était, bien sûr, le président du Venezuela, démocratiquement et constitutionnellement élu, et a signé l'un des décrets émis pendant la période où Chavez était arrêté, établissant une sorte de gouvernement. Elle a dirigé des manifestations violentes contre le gouvernement du Venezuela et a fait tout cela. Encore une fois, c'est surréaliste. Et encore une fois, cela montre à quel point le prix Nobel est une institution complètement corrompue. C'est ainsi depuis des décennies, tout au long de ma vie, pour être honnête. Mais avec cette récompense en particulier, toute prétention est tombée. Quelqu'un a fait remarquer qu'à un moment donné, en 2015, Barack Obama a bombardé un hôpital en Afghanistan. Cet hôpital était géré par Médecins sans frontières, qui est lauréat du prix Nobel de la paix. Ainsi, Barack Obama est le seul lauréat du prix Nobel de la paix à avoir bombardé un autre lauréat du prix Nobel de la paix. Voilà, c'est tout ce que je dis. Eh bien, voilà. Oui, je veux dire, voilà. Je pense que tout cela devrait être aboli. Je veux dire, Alfred Nobel, d'ailleurs, était un homme intéressant avec un passé très particulier. Mais je ne peux pas imaginer qu'il aurait la moindre patience face à la manière dont le prix qu'il a créé est aujourd'hui détourné de son but. C'est la même chose, d'ailleurs, pour la science. Remarquez, comme ce sont toujours les Occidentaux qui reçoivent le prix. La Chine est aujourd'hui un colosse scientifique. Mais entendons jamais parler de scientifiques chinois recevant des prix? Absolument pas. Et le prix Nobel d'économie, qui techniquement ne fait pas vraiment partie des prix Nobel, mais y est lié, la Chine a été le pays le plus prospère économiquement de la planète au cours des 30 ou 40 dernières années. Un seul économiste chinois a-t-il même été envisagé pour le prix Nobel d'économie? En parlant d'Obama, Obama a récemment publié sur X parce qu'il, je suppose, félicite pour le soi-disant accord de paix. D'accord, on va en parler. Il a dit, après 2 ans de pertes et de souffrances inimaginables pour les familles israéliennes et le peuple de Gaza, nous devrions tous être encouragés, blablabla. Maintenant, cette phrase a rendu beaucoup de gens mécontents parce qu'il dit les familles israéliennes et le peuple de Gaza. Exactement. Un langage épouvantable, vraiment épouvantable. Typique d'Obama d'ailleurs. Je veux dire l'un des politiciens les plus manipulateurs que j'ai jamais connus, qui utilise le langage de la manière la plus manipulatrice qui soit. Et c'est juste un autre exemple. Donc les Israéliens ont des familles, hein? Affreux. Les gens à Gaza n'ont pas de famille, hein? Beaucoup de gens le soulignent. Mais en termes de paix, c'est une paix très fragile, n'est-ce pas? Parce que les tueries ne cessent pas, et les Israéliens bloquent toujours la frontière. Ils ne l'ont pas ouverte. Je veux dire, rien n'a été résolu.
rien n'a été réglé. Si cette affaire suit son cours, et je pense que c'est un point qu'il faut souligner et le faire ici, c'est une défaite pour Israël d'ailleurs. Le Hamas est toujours là. Israël avait pour objectif de le détruire. À la suite de ce conflit, de plus en plus de pays ont reconnu l'État palestinien, ce qui constitue aujourd'hui un succès diplomatique majeur pour les Palestiniens. Et si une force de maintien de la paix, issue de pays musulmans, entre effectivement à Gaza, alors nous aurons des troupes de pays arabes qui reviendront pour la première fois depuis la guerre de 1967 sur le territoire de la Palestine. Donc, si cette affaire devait vraiment aboutir, contrairement à ce que Trump en dit en parlant d'une victoire pour Israël, ce serait une défaite pour Israël. Encore une fois, nous voyons comment le langage est complètement inversé. Mais je ne pense pas que ce plan va survivre, précisément pour cette raison. Je ne pense pas qu'Israël se soit résigné au résultat de tout cela. Il n'a atteint aucun de ses objectifs, sauf qu'il a maintenant récupéré les 20 otages restants qui étaient encore en vie. Je ne sais pas combien d'entre eux sont morts, mais il est presque certain que maintenant, il attendra quelques mois, ou même quelques semaines, et recommencera tout depuis le début. Oui. Et aussi le fait que Israël doive savoir que c'est une défaite pour eux. Parce qu'il est clair qu'ils veulent prendre le contrôle de Gaza, mais qu'ils ne le peuvent pas, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas non plus prendre le contrôle de la Cisjordanie, ce qu'ils auraient beaucoup de mal à faire accepter au reste du monde. Oui, mais avec cela, Israël ne va pas simplement rester là sans rien faire. Il pourrait même se sentir encore plus aléatoire. Est-ce possible? C'est ma grande crainte, qu'une des raisons derrière cet accord soit précisément qu'il fasse le ménage pour se donner l'espace politique et diplomatique nécessaire afin d'attaquer l'Iran. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines selon lesquelles des avions américains, des ravitailleurs et d'autres équipements de ce type seraient en mouvement vers le Moyen-Orient. Et cela donne un peu l'impression qu'une sorte d'attaque contre l'Iran se prépare. Je ne dis pas que c'est certain, ni que ça va forcément se produire, mais c'est exactement ce que je redoute. Et Trump a mentionné en passant quelque chose auquel, selon moi, tout le monde devrait prêter attention. Il a dit, Netanyahou m'a dit qu'il devrait utiliser une arme nucléaire tactique pour bombarder l'Iran. Parce qu'il n'a pas de bombe capable d'aller assez profondément pour atteindre son installation nucléaire. Quelque chose comme ça. Maintenant, quand il a dit ça, il essayait de dire au monde qu'il travaillait très dur pour instaurer la paix au Moyen-Orient. Mais ensuite, ce détail lui a échappé. J'étais là, genre, sérieusement? Pourquoi personne n'en a-t-il même parlé? Tu as tout à fait raison à ce sujet. Je veux dire, la manière dont, en Occident, à mesure que notre puissance décline, l'idée de guerre nucléaire se banalise, me terrifie absolument. C'est incroyable que des gens puissent parler avec désinvolture d'Israël attaquant l'Iran avec des armes nucléaires. Le Premier ministre israélien en discutant apparemment assez librement avec le président des États-Unis. Et personne ne semble trouver cela étrange ou inquiétant. Et cela se mêle aussi, dans une certaine mesure, à cette discussion sur la fourniture de missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine, qui sont capables d'emporter des ogives nucléaires. Et le fait est qu'en février, tout indique que le dernier traité sur les armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis va expirer. Les Russes ont proposé de le prolonger. Les Américains ne semblent pas s'en soucier plus que ça. Nous devenons en Occident des gens de plus en plus dangereux. C'est tout ce qu'Oxford. Oui, parce que c'est ma prochaine question, n'est-ce pas? Ces Tomahawks,
Trump a récemment dit qu'il pourrait envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine, ce qui aggraverait énormément la situation. La France, donc il a renommé, ils ont un nouveau Premier ministre qui est en fait l'ancien Premier ministre. Donc là aussi, c'est un vrai cirque, non? Pourquoi fait-il ça? Que fait Macron ici? What is Macron's doing here? Well, I think more and more people in France are asking that question. I Eh bien, je pense que de plus en plus de gens en France se posent cette question. Je veux dire, je comprends que sa popularité s'effondre en France. Je crois qu'elle est maintenant en dessous de 10%. Et même ses alliés politiques se demandent désormais, que fait-il? Quel est son plan? Et pourquoi est-il encore président puisqu'il ne peut plus gouverner? La raison pour laquelle Macron agit ainsi, c'est qu'il veut conserver le contrôle. Si Macron proposait un Premier ministre issu du centre-gauche, comme beaucoup le suggèrent, il est possible que ce Premier ministre parvienne à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais Macron court alors le risque que cette personne devienne un rival pour lui-même en France, et que le pouvoir de Macron, auquel il s'accroche désespérément, commence à s'éroder. Il refuse donc de le faire. Il continue de nommer des premiers ministres issus d'un cercle de plus en plus restreint de personnes qui lui sont loyales, parce qu'il ne veut pas céder le contrôle. Et le résultat, c'est qu'il conduit la France, et d'ailleurs, à terme, l'Europe, vers la crise. and by the way, ultimately Europe into crisis. So he just want to have a weak. Donc il veut simplement avoir un Premier ministre faible. C'est tout son objectif. Mais cela conduit à une situation très instable pour le Parlement, n'est-ce pas? Parce que cette personne est faible et n'a pas assez de soutien au Parlement. Cela explique en partie pourquoi il y a un renouvellement si fréquent des premiers ministres en France. Ce n'est pas durable pour lui non plus, n'est-ce pas? That's not sustainable either for him, doesn't it? Well, it's disastrous for France. Eh bien, je veux dire, c'est désastreux pour la France. C'est désastreux pour le système politique. Cela crée des problèmes croissants dans l'économie et au final, cela ne peut pas non plus être bon pour Macron lui-même. Macron, et je l'ai souvent constaté, fait partie de ces personnes qui se croient beaucoup plus intelligentes que tout le monde. Je veux dire, c'est le genre de personne qui, vous savez, entre dans une pièce en étant convaincu d'être l'homme le plus intelligent qui s'y trouve. C'est son style. That's his style. And I think that deep down he still believes that if he goes Et je pense qu'au fond, il croit encore que s'il continue ainsi, les choses finiront par aller dans son sens, que les gens finiront par abandonner et accepter ce Premier ministre parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il pense qu'il joue une sorte de partie de poker avec tout le monde, qu'il doit continuer à jouer, et que s'il le fait, il finira par gagner. C'est très typique de Macron. Il surestime son intelligence, qui n'est pas aussi grande qu'il le pense, et sous-estime celle et la ténacité des autres. Et en conséquence, il conduit la France vers une très mauvaise situation. down into a very bad place. And he's not alone. I find that pretty common. Et il n'est pas le seul. Je trouve que c'est assez courant. Je veux dire, Obama est comme ça aussi. Et Tony Blair, non? Justin Trudeau. Je pense qu'ils sont tous presque des copies conformes, sortis du même moule. Ils paraissent très élégants, très raffinés. Ils parlent un excellent anglais ou français ou autre, ont la meilleure éducation, de belles familles, tout ça. Tu ne trouves pas qu'ils se ressemblent tous beaucoup? They're exactly the same. Ils sont exactement pareils, et ils sont aussi relativement jeunes. Je veux dire, Blair l'était quand il est devenu Premier ministre, et Obama l'était quand il est devenu président. Ils sont tous séduisants, oui, et je veux dire, ils ont une certaine allure, et ils sont superficiels. Je veux dire, enfin, ils ont du charme, ce que beaucoup de ces gens possèdent, et c'est une qualité très dangereuse et surestimée. Ceux qui en ont comptent trop dessus. Je l'ai vu moi-même à de nombreuses reprises, surtout en politique. Ils pensent toujours qu'ils peuvent se sortir des ennuis par la parole, qu'ils peuvent rallier les gens à leur cause, et ce genre de choses. Et vous savez, ça marche jusqu'à un certain point. Et puis bien sûr, ça ne marche plus. Et c'est probablement ce que ces gens vivent aujourd'hui.
Mais vous avez tout à fait raison. C'était le style de politique qui a émergé en Occident dans les années 90 et il n'a jamais complètement disparu. Clinton avait aussi un peu de cette qualité-là. Il n'a jamais complètement disparu et cela a été un désastre. It's never fully gone away, and it has been a disaster. Yeah, yeah. And then, Oui, oui. in Et puis, particular, I think, like, en particulier, je pense que dans la politique internationale, ça ne fonctionne pas. Parce que même si les gens peuvent sembler en apparence qu'on peut les amadouer pour obtenir quelque chose, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils réfléchissent et se disent non, non, ce n'est pas dans le meilleur intérêt de mon pays. So it just doesn't work. But It that's how- doesn't work. It doesn't work in general. Ça ne marche tout simplement pas. Ça ne marche pas en général. Et ça ne marche pas quand les personnes de l'autre côté, avec qui vous devez traiter, sont complètement différentes de vous. Donc, Xi Jinping, qui est ingénieur, je crois un homme très instruit, il est, vous savez, très expérimenté. Il ne va pas se laisser berner par quelques mots aimables. C'est stupide de penser qu'il le ferait. Et on pourrait dire la même chose de Poutine. On pourrait dire la même chose de toutes sortes d'autres personnes. Mais c'est de la politique paresseuse. Et je veux dire, je ne sais pas, mais j'ai suivi Xi Jinping. Je soupçonne que c'est un homme qui travaille très dur. S'il travaille 15 heures par jour, ça me surprendrait pas. S'il travaille 20 heures par jour, ça me surprendrait pas non plus. If it works 20 hours a day, it would not surprise me. Well, but when I'm looking at the US, Eh ben, mais quand je regarde les États-Unis, tu sais, les deux partis, qui va prendre la relève. Tu sais, en ce moment, il y a déjà des discussions sur 2028, mais ils viendront probablement encore du même moule. Je pense que Vance vient sans doute un peu de ce moule-là, et peut-être le gouverneur de Californie, Newsom. Oui. Tu ne trouves pas qu'ils sont un peu comme ça aussi? Beau. Tu sais, relativement jeunes et corrects, mais Absolutely. I mean, exactly. Absolument. Je veux dire, exactement. Ce ne sont pas de mauvaises choses, ni de mauvais traits, mais ce sont des traits dangereux. D'ailleurs, les Grecs comprennent ça très bien. Le mot charisme est grec, et les Grecs s'en méfient beaucoup. ouais. Je veux dire, le charisme est un don divin que les gens ont tendance à mal utiliser. La tragédie grecque est pleine de personnes comme ça. C'est une bonne qualité pour un dirigeant politique d'être charismatique, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut bien d'autres choses. Eh bien, la plupart des dirigeants politiques qui ont réussi au cours des 100 ou 200 dernières années n'ont pas été charismatiques de cette manière. Vous savez, nous avons déjà parlé de Mao Zedong. On m'a fait remarquer, il parlait très rarement. Je veux dire, ce n'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup de discours publics. Il écrivait beaucoup, c'était un calligraphe brillant, mais il ne comptait pas sur le charisme de cette façon-là. Et FDR ne l'est pas non. Je veux dire, oui, il était en fauteuil roulant. C'est pourquoi les gens disent que dans le contexte actuel, il ne deviendra jamais président. Ouais, d'accord. Alors, qu'était-il à ce moment-là? Très bien, je te laisse. Je veux dire, ce sujet, on pourrait en parler sans fin. Voilà. Tellement intéressant. Merci beaucoup. Et nous verrons où cela nous mène avec la guerre commerciale. Oui, car je soupçonne que nous allons vivre une période très mouvementée au cours des 2 prochains mois, au moins. D'accord, nous parlerons la semaine prochaine. J'ai hâte, et j'ai beaucoup appris d'ailleurs, grâce à cette émission. Super, et je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci. D'accord, merci Sophia. Merci beaucoup. Au revoir.